moi qui appelons la langue de ma mère le fragnol, parce que quand on est petite, on s'en moque beaucoup. Donc c'est la langue que ma mère crée de toutes pièces en arrivant en France, dont elle ne sait pas un mot de français. Et elle va écrire cette langue qui est une sorte de mélange de mots français plus ou moins corrects, de mots espagnols francisés, d'expressions françaises déformées, de barbarisme, de police, tout ce qu'on veut. Une langue, je l'ai déjà dit souvent, je suis arrivée au niveau de la promotion, j'ai l'impression que je me répète un peu. J'en ai quelques gènes. En tout cas, une langue dont on a honte lorsqu'on est enfant, parce que c'est vraiment la marque de l'étrangère, hein, de celle qui n'a pas su apprivoiser les codes et du langage et de la culture, etc. Et puis, plus j'ai vieilli, plus j'ai adoré cette langue. Plus j'ai adoré cette langue, parce que loin de, me semble-t-il, hein, mais je suis très subjective sur cette question, loin d'altérer le français et de l'abîmer, il me semblait qu'elle ouvrait le français, qu'elle lui donnait, qu'elle l'oxygénait, qu'elle le poétisait, qu'elle l'ouvrait à d'autres sens et qu'elle le rendait aussi joyeux. Et je cite souvent cet exemple de ma mère, qui n'est pas dans le livre. Ma mère, à la fin de sa vie, devient croyante. Croire, en espagnol, se dit creer. Et le mot qui lui semble le plus proche pour dire croyante de creer, ça n'est pas croyant. Elle me disait, tu sais, je suis devenue extrêmement crédule. Je te prie d'en tenir compte. Crédule, croyant, même étymologie, et on voit ce que ça apporte de joyeux, de candide, je ne sais pas comment le dire. Et comme ça, et c'est drôle parce que quand je fais des signatures et que je reçois que je rencontre des enfants de républicains espagnols, tous me citent un exemple de fragnol. Donc j'ai le dictionnaire de fragnol qui est en train de devenir énorme comme ça. Et voilà. C'est pour ça qu'elle dit je me raccorde. Oui, me recuerdo. C'est ce souvenir, et qu'elle dit en français, je me raccorde. Je trouvais que c'était... Ça, c'est pas elle, hein. C'est la reconstruction que j'avais faite, puisqu'il était question de souvenirs. Et donc elle se raccordait. Je trouvais ça très, très beau. Mais c'est une leçon très importante pour nous, cette histoire-là. Parce oui. Que le fait que notre langue, quelle que soit sa richesse, elle ne s'enrichit véritablement que dans la confrontation. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr. Et chaque fois d'ailleurs, je crois qu'une langue a décrété, qu'on a décrété pour une langue qu'il fallait qu'elle soit pure, propre, etc., ça se passait mal par la suite. Et d'ailleurs, le français est rempli de mots qui viennent du russe, du portugais, de l'anglais, de l'allemand, de français qui sont entrés dans cette langue et qui en ont assuré sa créativité, son inventivité. Et c'est très important qu'une langue reste inventive et créative. Il y va de la pensée, me semble-t-il, il y va de notre pensée, que la langue reste quelque chose d'inventif et de créatif. En tout cas, j'espère. Une question aussi sur l'espagnol. Pourquoi nous avoir privé de comprendre tout? C'est une question, ça comme ça. Je sais, c'est une question qui revient souvent. C'est une question qu'on s'est posée très sérieusement avec l'éditeur. Alors, ma position, et j'ai fini par en convaincre mon éditeur, c'est que lorsque moi-même, je lis Yankelevitch, par exemple, j'ai été passionnée par Yankelevitch. J'ai lu, il y a des mots grecs qui sont écrits en grec. Personnellement, ça ne m'a jamais gênée. J'aimais bien retrouver, je me disais, de quoi il parle? Je pense que la littérature, comme la poésie, peut ne pas être explicite immédiatement. Elle peut amener l'autre à rester un peu perplexe devant tel terme ignoré, et surtout en poésie, telle expression incompréhensible sur le moment. Et ben voilà, je me suis dit, alors évidemment, j'ai horreur de l'opacité pour l'opacité, comme j'ai horreur
de la transparence pour la transparence, évidemment. Mais qu'il y ait des endroits où l'autre ne découvre pas le sens tout de suite, quand ça m'arrive, je m'en réjouis. Je me trompe peut-être, mais j'ai supposé que les lecteurs étaient comme moi, mais je me fais gronder un peu avec ça. Ah, mais je peux vous dire, ça, comme témoignage, la première fois c'est un slogan, si mes souvenirs sont bons. On se dit tiens, le slogan, c'est une phrase, bon, j'arrive à peu près à le restituer. La deuxième fois, c'est une citation d'un poète, c'est plus long, et puis je commence à feuilleter le bouquin, aller à la fin pour voir où est-ce qu'il y a la traduction, et je suis un petit peu... Et après, j'ai envie de dire, on joue le jeu. Oui, ça, oui, on joue le jeu avec... Mon éditeur qui l'a lu, donc, ne savait pas un mot d'espagnol, et ça l'a pas gêné. Et puis, vous savez, moi-même, quand je mettais des mots d'espagnol, je l'ai sur Internet, je mettais le mot français, traduction espagnole, que j'avais tout de suite. Et on peut le faire dans l'autre sens. Des mis soledades voy comme mis soledades vengo, par exemple. C'est une très belle phrase d'un poème de Lope de Vega qui dit je viens de mes solitudes, je vais vers mes solitudes. Je trouve ça mais absolument magnifique. La formulation est magnifique. Si vous cliquez Soledad, traduction française, vous avez solitude. Voilà, c'est aussi simple. Mais ça demande que tout soit pas donné. Comment dire, ça demande que tout soit pas donné. Qu'est-ce que je raconte? Tout n'est pas donné. Le lecteur est sollicité sur son goût sur son désir de la recherche, de la compréhension, etc. On l'appelle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire,